C'est à la fois, comment dire, c'est pas l'essentiel sans doute de l'actualité du jour, mais je trouve ça très révélateur, le tweet de Nassira El Moadem, qui est, je connais d'ailleurs puisqu'elle est passée par Feu iTélé, j'ai travaillé avec elle, et je trouve intéressant son tweet qu'elle a écrit après la décision de la Fédération française de football. Et on va le revoir, ce tweet, parce que j'y vois, mais je peux me tromper, j'y vois une défiance sur notre culture, la culture française, je veux dire, son histoire. On peut le revoir, peut-être, le tweet, Marine? Voyons-le. Pays de racisme dégénéré, il n'y a pas d'autre mot, la honte. J'y vois, disons-le aussi, et là encore, je peux me tromper, une haine contre la culture de la France, contre son histoire millénaire, contre ses pratiques, contre ses mœurs. Et j'y vois aussi une volonté de changer les choses, de vouloir changer les choses. Nous, en France, on ne joue pas avec un voile au football. Nous, en France, on ne se couvre pas les genoux et les cuisses. Et Philippe Diallo, qui est le président de la Fédération française de football, est droit dans ses bottes sur ces sujets-là. Et c'est lui qui fait appliquer la laïcité. Et c'est lui, d'une certaine manière, indirectement, que Madame Moadem traite de raciste dégénéré. C'est lui, d'une certaine manière. Philippe Diallo, donc, qui a une histoire aussi personnelle et particulière là-dessus. Donc, on en est là aujourd'hui, et c'est hier, sur le plateau d'ailleurs de Jean-Marc Morandini, que la polémique a surgi. Je vous propose d'écouter ce que disait Julien Audoul, précisément chez Jean-Marc hier matin. Je demande à la patronne de Radio France, Madame Sybille Veil, de la suspendre. Parce que cette dame est payée avec l'argent des Français. Ouais. Elle est sur le service public de l'audiovisuel. Elle est journaliste sur France Inter. Elle est payée chaque année par l'argent des Français. C'est intolérable qu'elle traite notre pays, notre peuple, de raciste. Donc si elle n'est pas contente, elle se casse. C'est intéressant. D'abord, elle peut pas se casser puisqu'elle est française, Nassira. Mais oui, mais ça montre l'affrontement des communautés possibles. Je dis pas qu'il viendra. Oui. Je ne dis pas qu'il viendra. Je dis, à la limite, moi, je n'en veux pas, Nassira El Moadem. C'est l'enfant des années 90. Oui. C'est-à-dire que comme on a raté l'intégration, l'assimilation, on en est là. Ah, oui, exactement. Et c'est pas elle que je vise. C'est depuis 40 ans. Elle est le produit de 40 ans. Elle est le produit de 40 ans. Non, pardon Philippe, elle est le produit de 40 ans. Elle est absolument française, mais vous savez, on parle souvent de conflit de civilisation dans ce pays, mais non, c'est un conflit d'identité. Ces gens-là ne se sentent pas français. Preuve en est, il n'y a aucune gratitude vernaculaire sur tout ce que la France a offert à cette Madame El Moadem. Je parle de l'éducation, je parle de la santé, je parle de la laïcité, je parle de la liberté, je parle de toutes nos valeurs. Je pense que dans un pays musulman où les droits élémentaires sont beaucoup moindres, eh bien, elle n'aurait jamais eu la chance qu'elle a aujourd'hui de s'exprimer et de pouvoir même insulter notre pays comme elle le fait là. Notre pays qui est le sien, je le répète. Oui, mais justement non, cher Pascal, il y a des Français, d'origine maghrébine, mais comme à l'inverse d'ailleurs, qui se battent pour nos libertés, pour préserver notre identité et nos valeurs. Et à l'inverse, vous avez effectivement une génération qui a été biberonnée par le décolonialisme, la revanche de l'histoire de l'Algérie sur la France, les offensives de tous ces particularismes identitaires que l'on voit se manifester à l'école comme au sport, par exemple, dont vous parlez souvent. Et cette génération, eh bien, elle a trouvé un terreau, elle a trouvé celui de la laïcité, parce que la laïcité, c'est principalement ce qui oppose le politique du religieux. Ces gens-là veulent absolument, ils sont dans une optique unique, c'est-à-dire de la communauté de l'Oumma, et la laïcité, c'est évidemment l'obstacle à combattre. Quant à ces mots-là, racistes dégénérés, déjà c'est une injure publique, je ne comprends pas que ce soit pas tombé sous le coup de la loi. Et je terminerai par dire à Madame Moadem que si elle n'est pas contente de vivre en France, pays de racistes dégénérés, eh bien, elle retournera dans un pays qui lui offrira toutes les libertés qu'elle veut et qu'elle ne considérera pas comme étant un pays raciste. Alors, le paradoxe, c'est que les Français qui sont sur cette ligne-là, quand ils vont au Maroc, quand ils vont en Tunisie, ne sont pas acceptés. Absolument. Parce que je veux dire, ils ne les reconnaissent pas du tout, parce qu'ils ne sont pas du tout sur cette ligne-là. Ça, c'est un sujet qui n'est jamais traité. Absolument. Mais quand tu vas au Maroc, quand tu vas en Tunisie, les musulmans là-bas ne sont pas du tout sur la même ligne qu'en France. Absolument. Loin de là. Loin de là. Parce que l'État n'est pas faible là-bas, il n'a pas cédé sur la totalité des principes comme en France. Vous avez parlé d'ingratitude, je pense que le mot est fondamental. Je parlerai pour ma part aussi de malhonnêteté intellectuelle crasse. Pardonnez-moi, mais la France est un des pays les moins racistes au monde. Vous avez des baromètres de la Commission européenne qui montrent que sur tous les peuples européens, on est un des peuples avec les préjugés racistes les plus faibles. On a un taux de mariage mixte extrêmement
notamment un taux de marge mixte très élevé. L'essentiel pour moi, et je trouve qu'elle est représentative de certains, c'est la haine contre notre modèle. C'est ça que je vois. Je le vois très bien, mais c'est l'interprétation que j'en fais. Je le vois très bien, mais donc je peux me tromper là encore. Quand le politique a cédé, qu'on a 500 000 arrivées d'immigrés par an, on peut se demander si les conditions de l'assimilation sont encore réunies. Cher Iman, on n'est même pas d'arriver. On n'est même pas obligé d'aller jusqu'à la haine. De toute manière, c'est le problème est clair. Des gens qui sont français mais qui ne se sentent pas français face à d'autres qui sont authentiquement français avec les valeurs que ça implique. Mais j'y verrais aussi, moi, sur le plan médiatique, une répudiation de toute déontologie. C'est tout de même extraordinaire qu'une femme qui est sur France Inter, qui a un rôle qui est payé par la subvention publique, ose tenir de tels propos et qu'on ne réagisse pas au niveau de sa hiérarchie. Ben si, on réagit. Alors écoutons Gilles William. On verra. Et écoutons Gilles William Goldnadel qui était avec nous hier. Et après, je donne la parole à Olivier d'Artigol. Madame Moadem, elle ne représente pas l'ensemble non plus des gens originaires de ces pays-là. Elle insulte la France et les Français. Elle est comptable de cette déclaration raciste. Et je suis curieux de savoir quelle va, par exemple, être la réaction de France Inter. Est-ce qu'elle va avoir la même sévérité que le service public par rapport à M. Akili ou la même indulgence par rapport à M. Meurice? Moi, j'ai tendance à penser malheureusement que ça sera plutôt vers Meurice et la bienveillance parce que chez ces gens-là, quelqu'un qui déteste la France ne peut pas être tout à fait mauvais. Voilà ce que je pense. Moi, je trouve que c'est très révélateur de la société d'aujourd'hui. J'ai deux réflexions. D'abord, sur votre édito, je pense que ce qui se passe dans le sport amateur est un thermomètre à suivre, parce que ça peut sembler être un signal faible, mais pour les éducateurs sportifs à l'échelle du foot dans le village ou du rugby, il y a des choses qui sont en train de se passer indéniablement, dont acte. Je l'avais contesté un jour sur un plateau, mais j'ai eu des retours concernant mon propre territoire. Première chose. Deuxième chose, je ne suis pas d'accord sur le fait de dire... elle a été une enfant et aujourd'hui c'est une jeune adulte de France. C'est-à-dire sur le côté, qu'elle aille ailleurs, je pense que ça n'est pas c'est notre société qui, sur la dernière période, a cultivé au sein de certains jeunes issus de l'immigration, ce que nous exposons ici comme une véritable haine de la France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aujourd'hui, au sein des citoyens français de confession musulmane, est-ce que ce discours-là est en très grande progression, notamment sur le plan générationnel ou pas? Je pense qu'il se passe quelque chose dans la jeune génération, mais je pense que les adultes, dans leur très grande majorité, sont plutôt, d'après ce que je ressens, sur le respect de ce que leur a apporté notre pays, Olivier, sur des valeurs, etc. Je sens plutôt ça. Olivier, ce qui met un peu, désolé, de nuance par rapport à l'idée de véritablement, ça y est, l'affrontement est en place. Non, mais je ne Olivier, le crois pas. Il n'y a pas de statistiques là-dessus. Je peux juste te dire qu'il y a une grande part de Français issus de l'immigration qui en ont marre de ces stéréotypes-là, qui en ont marre de ces gens. Et qui les subissent. Absolument, qui les subissent, qui en permanence attaquent notre pays, sont dans la vindicte contre notre pays, qui considèrent que la laïcité, tous nos principes, nos valeurs sont à combattre, qui sont dans une pensée décoloniale, qui vivent dans le passé alors qu'eux-mêmes n'ont pas connu c'est ça qui est dramatique. Ils combattent des principes républicains. Ils sont passés dans un combat du futur contre nos valeurs. Donc, Éric Boroghini, qui est un des membres de la Fédération française de football, je rappelle qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, on ne se cache pas les genoux ni les cuisses. Non. Voilà. Et d'ailleurs, au Maroc, il faut bien comprendre l'instrumentalisation. Ils combattent des principes républicains qui sont émancipateurs pour eux-mêmes, c'est ça. Ils se retournent contre eux. Il faut bien comprendre ce qui se cache derrière cette volonté-là. C'est d'attaquer un modèle. Voilà. Oui. Parce que je le rappelle, au Maroc et en Tunisie, on ne se cache pas. Il y avait eu les hijabeuses l'an dernier. C'était la même logique. Bien sûr. Je vous propose d'écouter Éric Boroghini qui donne des exemples. Et c'est pour ça que la fédération, il y a ce que vous appelez des signes faibles, c'est des signes très forts. Pardonnez-moi, ça fait 15 ans que j'en parle. Oui. Dans le football. Mais vous ne verrez pas un papier dans l'équipe. Vous ne verrez pas un papier là-dessus. Jamais. Donc écoutez ce que dit Éric Boroghini. Ce type d'excuse est très fréquent.
nous y sommes habitués dans le football amateur. Les excuses médicales, les dérogations médicales, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle une vigilance particulière est demandée et la commission fédérale médicale a rappelé que les masques et les masques faciaux, les casques de protection, pour des raisons médicales, répondent à des critères bien précis et c'est pas dans n'importe quelle condition qu'on peut porter ce genre d'équipement. On a pu voir sur les sites de certains districts des jeunes filles, toutes petites filles, avec le voile, sur le site officiel du district. Le règlement est très clair. L'arbitre doit évidemment demander à la joueuse ou au joueur de retirer l'équipement qui n'est pas conforme à la loi 4 des lois du jeu. S'il ne le fait pas, eh bien la rencontre ne peut pas avoir lieu. Et derrière, les instances disciplinaires prennent le relais. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pression sur les arbitres qui racontent ça, mais depuis 15 ans. Et allez voir qui joue au football aujourd'hui et surtout qui ne joue plus. Ouais. Tout ça, c'est une réalité. Je veux dire, simplement, elle est très peu dite. Mais en fait, on voit bien en un mot, on voit la chute libre d'un universel qui rassemblait au bénéfice de particularismes qui, vous l'avez très bien dit, qui clivent et qui font qu'on s'affronte. C'est dramatique. Et pourquoi ils clivent ? Parce que nous sommes faibles. Oui, mais parce qu'il est très difficile de lutter contre une insinuation, un courant de cette nature. C'était très facile dans les années 80. Il faut à partir du moment où on a mis en place que l'assimilation n'était plus le modèle et l'intégration n'était plus le modèle dans les années 80 et qu'il fallait être tolérant avec les uns les autres et que chacun pouvait venir comme il était selon la loi américaine, t'as dit à tous ces gens-là, soyez comme... C'est le principe de la géométrie variable. Voilà, c'est le péché originel de Jospin au moment de l'affaire du foulard de Creil. Il faut des principes qui valent pour tous sur l'ensemble du territoire national. Et là, le président de la FFF a très bien réagi. Et il est ferme là-dessus. Alors, au niveau professionnel, il n'y a pas de souci, parce que tout est sous contrôle et tout est sous les caméras. Et Deschamps, alors là, il n'a aucun souci avec ça. Pour l'équipe de France. Pour l'équipe de France, et puis au niveau professionnel, il n'y a pas de souci. Parce que il n'y a pas des clubs où il y a des problèmes. Il y a des clubs, je ne les citerai pas, mais où tout est halal en France, dans des clubs de football, oui. Des clubs de Ligue 1. Tout est halal. C'est une demande. Bon, c'est très intéressant d'ailleurs. Pour le jour des fiertés, par exemple, l'an dernier, certains footballeurs avaient refusé l'affaire Matisse. Juste pour nuancer, le maillot avec la différence avec les pays du Maghreb. Gauthier Lebret. La première joueuse voilée lors du dernier mondial de coupe du monde de foot féminin, c'était une joueuse marocaine. C'était une première et c'était il y a quelques mois, c'était il y a un an. Et Nassira El Moadem a tweeté: pays de racistes dégénérés, je maintiens 100% de ces termes, je suis la cible régulière de raids racistes, islamophobes, de menaces de mort et de viol. Bon, ici en novembre 2003, ces mots vous donnent la nausée, c'est normal. Ce qu'il faut dire à Madame El Moadem, c'est que tous les gens aujourd'hui qui prennent la parole sont les cibles de régulières, de morts, de racisme, etc. Oui. Je l'ai été, vous l'avez peut-être été, nous l'avons été, tout le monde l'a été. Donc cette victimisation, moi j'en parle jamais, mais évidemment j'ai été sous protection à un moment, etc. Voilà, on est tous logés à la même enseigne. Et c'est d'ailleurs très regrettable. C'est très regrettable. Ouais. C'est évidemment très regrettable. Mais chacun est ciblé par les communautés qui ne sont pas d'accord avec ceux qui prennent la parole. Mais laissons cela. En revanche, autre sujet. Ah oui, je voulais vous parler quand même de la séquence de Niro. Parce que hier soir, heureusement d'ailleurs, nous avons mis... Moi, je l'ai passé hier soir, nous l'avons passé hier soir. Mais effectivement, nous avons mis un doute sur cette séquence. Bien nous a pris de mettre un doute, puisque c'est une séquence qui a été largement partagée, et on le voit très énervé, Robert De Niro, face à un groupe de personnes laissant penser que la scène avait été prise dans une université américaine. Et en fait, elle a été tournée sur un plateau de tournage, le 27 avril. C'est une vidéo qui date du 27 avril dernier. Ils montrent Robert De Niro et Jesse Plemons sur le plateau du tournage de Zero Day à New York. Cette vidéo provient de ce tournage et n'a aucun rapport avec les manifestations pro-palestiniennes dans la ville. Robert De Niro a été filmé en pleine crise émotionnelle sur le plateau de tournage de sa prochaine série Netflix. L'acteur a crié de colère contre une personne ou un groupe de personnes invisibles qui l'avaient manifestement mis en colère. La colère de De Niro semblait être dirigée contre les membres du public qui regardaient le tournage en plein air. Donc ce n'est pas un film, c'est la réalité, a crié l'acteur avant d'ajouter: laissez-les faire leur travail. Restez là, offrez votre soutien, c'est très bien, mais restez derrière les barricades, etc., etc. Donc, l'instrumentalisation qui était faite, est suivie. Oui. Je le découvre.
Bon, donc... vous paraissez quoi? Non, mais vous paraissez surpris de ce que je disais. Donc, le père de Mathis, Christophe Marchais, a pris la parole hier. Il demande juste pour son fils dans une interview accordée à France 3 avant-hier mardi. Et je vous propose de voir et d'écouter effectivement le sujet de Dounia Tengour. C'est le témoignage d'un père brisé et en colère. Matous était un petit gamin joyeux et heureux, il aimait tout le monde. Christophe Marchais, le père de Mathis, prend la parole pour rendre hommage à son fils. Il réclame une justice des plus fermes tout en mettant en garde sur une quelconque récupération. Je veux pas que ça monte au créneau parce que l'agresseur c'était un Afghan quoi, comme on l'entend depuis 2 jours. C'est surtout alors oui, je veux que la justice soit faite parce que c'est surtout pour moi le meurtrier de mon fils. Il me paraît logique qu'il y ait justice. Et pour lui et pour sa mère. Le père de famille interpelle les parents sur les fréquentations de leurs enfants. Faut pister les gamins, quoi. Je suis désolé. Faut savoir où ils sont, à quel moment où ils y sont. Il y a des applis maintenant pour ça. Faut s'en servir. Et puis la première fréquentation qui craint un peu, faut pas hésiter à couper les ponts de toutes les manières possibles. À l'approche de la marche blanche prévue samedi prochain, Christophe Marchais en appelle au calme et précise qu'il s'agira d'une marche organisée par la famille et encadrée par les forces de l'ordre. Marche blanche qui sera donc organisée ce samedi. Et puis le jeune Mathis, c'est un fan du Paris Saint-Germain, grand fan du PSG. Il était le même, et notamment d'Mbappé. Il se trouve qu'il était né le même jour que Kylian Mbappé. Donc je ne sais pas si il est possible qu'Mbappé... apprenne cette information, où est cette information, mais je sais que c'était son fan absolu. On ne peut que s'incliner, je pense, devant le témoignage de ce père de famille. Maintenant, le fait qu'on condamne la récupération, est-ce que c'est ça la priorité quand on voit ce genre de drame qui survient à une fréquence de plus en plus forte sur le territoire de France? Et je pense que aucun fils ou aucune fille de France ne devrait avoir à subir ce que Mathis a subi. Et il y a quand même des symptômes qu'il convient de traiter, parce sinon ce genre de situation va se reproduire. Et notamment, le père de famille dit qu'on peut pas s'intéresser à la variable migratoire. Mais je suis désolé, mais on a quand même des études, par exemple en Allemagne, qui montrent que les Afghans dans les affaires d'homicide sont 15 fois plus mis en cause que les personnes de nationalité allemande. Or, combien d'Afghans ont fait venir sur le sol de France ces 6 dernières années? On en a fait venir 100 000. Donc, au bout d'un moment, je pense que certaines personnes sont quand même comptables d'un bilan en la matière et devront un jour rendre des comptes. Le témoignage du père est très digne et émouvant, mais on oublie aussi de rappeler que il a la lucidité de dire que son fils a eu de mauvaises fréquentations et qu'à partir de là, d'une certaine manière, il a risqué des dérives. Deuxième élément, vous avez totalement raison, il y en a par-dessus la tête, même émanant d'un père qui a subi une tragédie, de cet argument de récupération. Il est tout à fait normal que face à une telle tragédie, les politiques s'en emparent. Et ça me paraît une évidence. Oui, après, le père a le droit de dire tout ce qu'il veut. Ah oui, non, mais bien sûr. Non, mais le père ne nous interdit pas de penser au-delà de la tragédie. Il y a les victimes, et il y a les politiques et les intellectuels qui doivent s'interroger aux causes profondes. Vous savez que tous nos débats, et c'est vrai pour nous, mais c'est vrai sans doute pour d'autres chaînes, mais peut-être plus pour nous, sont regardés de près par l'Arcom. Bon. Les chiffres que vous venez de dire, moi je ne les ai pas vérifiés. Moi, je les ai vérifiés avant de venir. J'entends bien. Mais bon, je tiens à dire que notre rédaction CNews ne les a pas vérifiés. Alors évidemment, je ne peux pas vérifier tout ce que vous allez dire. Par définition, je ne le sais pas ce que vous allez dire. Mais ce sont des chiffres que vous avez cités. Et effectivement, je tiens à le préciser. Je les ai repris de Marc Vanguard, qui fait un travail de veille sur les réseaux sociaux très important. C'est entendu, mais c'est les données des ministères de l'Intérieur et européens. Il faudrait en fait aujourd'hui, et c'est un peu compliqué à chaque fois qu'on prend la parole, citer sa source. Vous avez cité ce compte, que je suis également, vous pouvez redire son nom d'ailleurs. Marc Vanguard. Marc Vanguard. Les chiffres officiels allemands. Voilà, qui fait un travail extrêmement intéressant d'ailleurs, et sur lesquels... et vous avez raison, c'est des chiffres qui crispent, qui révèlent parfois des réalités. Mais quand même, il fut un temps où quand un drame surgissait, la parole des familles était une parole d'or, on ne la... commentait pas en disant mais,
il y avait les marches blanches, et après, 2-3 jours après, il y avait le débat public et médiatique qui prenait la suite. Mais ce temps-là, on ne l'a plus depuis bien longtemps d'ailleurs. Mais parce que malheureusement, tous les jours, on a des drames pareils. Parce que le temps de la violence accélère. Après, le rôle du politique, c'est de trouver des solutions pour que ça ne se reproduise pas. Exactement. Oui, chacun a un rôle. Ça, c'est le rôle du politique. Non, mais pas de commenter la on va pas. Écoutez, on va pas. Moi, je vous pose une. Alors, Olivier. Oui, Pascal. Est-ce que vous pouvez répondre par oui ou pardon à la question que je peux vous poser? Quand vous me faites ça, c'est jamais un bon souvenir pour moi. Mais allons-y. Bon. Est-ce que vous êtes pour les statistiques ethniques dans ce pays? Oui ou non? Je suis pour qu'il y ait un observatoire de la criminalité. Mais je vous réponds. Oui. Alors non. D'accord. Et je suis pour qu'on retrouve l'observatoire de la criminalité dont le thermomètre a été cassé et qui nous donnait. Et pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait des statistiques ethniques? Parce que pour moi, c'est tout simplement, c'est justement le retour par l'universel, que l'idée que je me fais de la France est une donc vous voulez pas savoir s'il y a plus d'Afghans qui je vous réponds. Et attention, il peut y avoir des statistiques concernant les pays d'origine du mouvement migratoire. Ça oui. Ça, on a déjà. Alors vous l'avez. Bon, vous l'avez. Mais moi, je vous assure. Non, mais je vous dis pas ça pour que vous rigolez ou pas. Je vous répète. Mais est-ce qu'on a le droit encore d'être défavorable? Mais vous avez parfaitement le droit. Mais vous avez surtout parfaitement le droit de vouloir que ça continue. Ah, vous voyez, c'est là où c'est retort. Non, je c'est là où pas retort. Je pense parce que je ne veux absolument pas que ça continue. Moi, je vous dis que vous pensez que je veux que ça continue. Non. Vous pensez que je souhaite que les gens continuent à se faire planter avec les couteaux. Non, je ne le veux pas. Et non, je ne le veux pas. À partir du moment où tout ce qu'on a fait depuis 40 ans ne marche pas, on a le droit de poser la question, est-ce qu'on peut changer? Bien sûr. Voilà, excusez-moi. Mais je ne vous ai pas dit le contraire. Et ceux qui ne veulent pas changer ce que j'appelle le logiciel, ceux qui ne veulent pas, je les tiens au bout d'un moment. Mais la solution ne vient pas par les statistiques ethniques, mais par il y en a plusieurs. Mais il y en a plusieurs. Et moi, je peux vous en citer 3 ou 4 qui peuvent changer les choses. Je vous l'ai déjà dit. Plus aucune régularisation sur le sol français, ça change des choses. Plus aucun appel d'air envoyé à l'extérieur, ça change des choses sur l'immigration. Je vous l'ai dit. À partir du moment où vous ne voulez pas, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc je peux vous tenir responsable. Mais en revanche, il est 9h... Je vous le dis, puisque c'est mon sentiment. En revanche, il est 9h24. Vous savez, c'est Sartre qui disait, je crois, je tiens pour responsable Voltaire et je ne sais qui, parce qu'ils n'ont pas dit un mot sur la calasse. L'esprit voltairien dans notre pays aujourd'hui. Mais non, mais c'est une célèbre phrase, je crois qu'il avait dit ça. Je tiens... ils n'ont pas dit un mot. Non, s'il vous plaît. Joachim. Non, s'il vous plaît. Il y a Thomas Hill. Mais oui. Les deux nouveaux, ça y est, vous êtes... voilà. Sous la manche, hein. Ils ont pris confiance. Il faut que moi je fasse la police. Ah oui, Pascal. Police. Je vous tiens directement responsable du retard, Pascal. Et vous avez raison. Et vous pouvez me tenir responsable de tout ce qui se dit sur ce plateau, parce que en plus vous avez raison. Je suis le modérateur et je dois faire attention à tout ce qu'il se dit. Allez, à tout à l'heure, Pascal.